Alors, on se retrouve pour une rencontre un peu inédite puisqu'on est avec Chloé, qui a 15 ans, qui est en 4e secondaire et qui vient témoigner sur la situation actuelle, ce qu'elle vit. Donc déjà, merci d'être là. Je trouve ça Merci. vraiment superbe Mhm. et très courageux. On est aussi avec Frédéric, qui est Frédéric Warregger, qui C'est est ça. pédopsychiatre. Alors, vous êtes un témoin privilégié des souffrances d'une partie de la population qu'on entend très peu Mhm. pour l'instant. Euh, Expliquez-nous un tout petit peu votre parcours et en quoi consiste votre travail. Alors, dans la pédopsychiatrie, c'est une branche de la médecine qui va s'intéresser, comme la psychiatrie, aux souffrances de l'âme, hein, donc les émotions, les grosses difficultés de comportement, d'adaptation, les difficultés relationnelles, euh, mais particulièrement pour les enfants et les adolescents. Alors, j'ai eu un peu la chance dans mon parcours de travailler dans différents endroits. J'ai travaillé comme directeur d'un centre de santé mentale à Soigny. J'ai travaillé en hôpital. J'ai travaillé aussi dans des centres pour enfants autistes. Donc, voilà, ça m'a permis d'être un peu généraliste. Et du coup, maintenant, je travaille essentiellement en privé chez moi. Hein, ça me permet à la fois de pas être dans des conflits d'intérêts, justement, donc, parce que beaucoup de personnes sont visitées par les firmes pharmaceutiques dans les hôpitaux. C'est pas mon cas, donc je n'aurai pas de propos détournés par ça. Et ça me permet d'être très libre aussi, libre de m'exprimer sans me faire censurer par une hiérarchie quelque part. Je pense que les jeunes ont vraiment un rôle important ici d'être entendus. Et je suis content que Chloé soit là pour pouvoir faire entendre au moins sa voix et peut-être des choses qui sont qui vont se retrouver chez les autres jeunes aussi. Hein. Ils vont certainement se reconnaître, parce Ouais, qu'ils vivent une situation quand même inédite. Confinement, masque en permanence, voilà. école en distanciel, selon les nouveaux mots de la novlangue, couvre-feu, interdiction d'être en groupe. Ouais. Avant de donner la parole à Chloé, comment ça se répercute sur votre pratique? Est-ce que vous avez vu une croissance des patients? Alors oui, maintenant, je vois de plus en plus de jeunes, et notamment le décrochage scolaire qui est manifeste. La peur chez les plus petits provoque des troubles du sommeil, par exemple. Ça provoque... alors, il y a la dépression est visible surtout chez les adolescents. Le... On rencontre aussi un abus d'Internet, hein, avec toutes les dérives de l'Internet possibles. On rencontre aussi des foyers de tension familiale importante. Hein. Les gens vivent l'un sur l'autre et quand ça va bien, c'est magnifique. Hein. Il ne faut pas se cacher. Il y a des bons côtés au confinement parfois pour les familles qui s'entendent bien. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et parfois, les tensions qui sont latentes et qui ne s'expriment pas tant que madame et monsieur partent au travail et l'enfant est à l'école, ben là, quand tout le monde est ensemble, ça explose. Et parfois, ça va très loin, ça peut aller jusqu'à de la maltraitance. Je voulais venir aussi sur moi, il y a un truc qui m'étonne énormément, c'est la docilité. Je me demande ce que tu en penses, Chloé, la manière dont les jeunes acceptent toutes ces mesures. On voit parfois seul en rue avec un masque. Qu'est-ce que tu penses de ça et comment toi tu vis Ben, je pense que c'est vrai qu'il y a une grande docilité des jeunes parce qu'on est souvent dans la culpabilisation des jeunes. En fait, on les fait comprendre qu'ils ont des responsabilités à tenir et que c'est leur rôle de devoir préserver les personnes âgées. Et je suis complètement d'accord. Je pense qu'on a aussi notre part de responsabilité. Mais il y a en fait, les choses, ce qui se passe, c'est que ça s'attarde trop, je pense. Enfin, pas trop, mais c'est juste qu'on n'a pas vraiment de données sur quand ça va s'arrêter. On ne peut pas faire ça indéfiniment parce que nous, on est en train on est en train de sacrifier beaucoup de temps et beaucoup de notre jeunesse aussi. On est en train de sacrifier notre propre vie, notre propre adolescence et notre enfance pour les plus petits aussi. Sur ça, je pense que aussi c'est parce qu'il y a vraiment une question de peur, pas des peurs d'avoir le coronavirus, parce que je pense que les jeunes en général, ils ont pas vraiment peur de ça, mais plutôt la peur d'être jugés.
la peur que les gens qu'on soit stigmatisé par le fait qu'on ne soit pas d'accord avec ça, la peur qu'on se fasse paraître pour irresponsable, la peur aussi, bon ça c'est autre chose, mais aussi la peur par exemple d'avoir des amendes et tout ça, mais bon après ça il y a aussi une grande pression par rapport à ça, et oui voilà, c'est vraiment la peur et la culpabilisation à mon avis La peur du jugement. Oui, moi ça me pèse personnellement. Enfin, je ressens vraiment le fait que on nous oppresse au niveau de notre liberté de penser aussi. Par exemple, une fois, on m'avait très bien fait comprendre, c'est par rapport à quelque chose que j'ai vécu il y a quelques semaines. On m'a très bien fait comprendre qu'une fois, j'avais essayé de remettre en question, j'ai essayé de négocier avec un prof sur une règle que je trouvais assez bête parce que en gros, dans les couloirs, on ne peut pas passer dans un certain sens. On doit faire tout le tour d'un bâtiment. Et du coup, ça veut dire que même si ma classe elle a 3 mètres derrière moi, non, je dois quand même faire tout le tour du bâtiment et perdre, je sais pas, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes et du coup, arriver en retard. Et j'essaie de négocier, de dire oui, mais de toute manière, là, il n'y a personne, donc ça sert à rien si je passe pas par là. Ils disent oui, mais c'est la règle. Et à chaque fois, ils reviennent sur le fait que c'est la règle et ils ne donnent pas plus d'informations. Pour eux, c'est un principe, on ne veut pas le remettre en question. Et je dis oui, mais votre règle, elle est absurde. Je suis désolée, monsieur, mais votre règle, elle est absurde parce qu'il n'y a personne. Donc, je ne vois pas qui est-ce que je prends le risque de contaminer de toute manière. Et à un moment donné, faut savoir être un peu cohérent. Et après, il m'avait dit, ce surveillant, oui, mais ça, de toute manière, c'est pas moi qui fais les règles. Va en parler avec la direction, si t'as un problème avec ça, mais il a d'une manière, de toute façon, je comprends très bien que nous, de toute manière, on va pas pouvoir faire changer les choses. C'est pas moi, la petite adolescente que je suis, qui va pouvoir faire changer les choses en essayant de parler à la direction. Et à mon avis, peu importe le nombre de personnes à l'école, peu importe le nombre d'élèves qui vont aller essayer de demander à la direction, mais on pourra rien faire parce que ça reste quand même le cadre d'une école et c'est une école parmi tant d'autres et c'est pas nous qui pouvons choisir. Et oui, c'est un gros problème parce que c'est un peu pas un régime totalitaire, mais au niveau de l'école, on voit vraiment qu'on n'a pas du tout notre mot à dire et qu'on n'a pas du tout la liberté de revendiquer nos droits en tant qu'élève, dans notre propre école. Et tu sens que c'est beaucoup moins qu'avant? Tu sens que tu peux beaucoup moins discuter les règles? Non, mais les règles, on ne peut pas en discuter de manière générale, que ce soit au Covid ou que ce soit par rapport à d'autres choses. Les règles, on peut pas les remettre en question. Et moi, j'ai vraiment un gros problème avec, le système d'éducation actuel avec l'école. J'ai vraiment eu beaucoup de mal, que ce soit par rapport aux règles de Covid ou d'autres choses. Il y a vraiment, on ne laisse pas les étudiants s'exprimer, on ne laisse pas les étudiants revendiquer leurs droits, et c'est vraiment un gros problème. Oui. J'aime bien ton intervention, Chloé, parce que il y a effectivement des jeunes qui partent au front comme ça, hein, qui savent très bien qu'il y a quelque chose d'injuste fondamentalement et qui ont envie de se battre pour ça. Et c'est un combat qui vaut la peine d'être mené. Mais malheureusement, dans les écoles, on se rend compte, et c'est pas nouveau, que c'est souvent le pot de terre contre le pot de fer. Hein. Ceux qui auront finalement le dernier mot, c'est quand même les profs. Ouais, toujours. Et ceux qui vont payer les pots cassés, c'est quand même les jeunes qui auront osé, mais continuer à le faire. C'est un conseil que je donne quand même, c'est ne pas se soumettre. Mais le tout est de le faire de façon intelligente, sans se mettre en danger soi-même. Oui, bien sûr, hein, bien sûr. Parce que c'est là le risque en partant trop vite au front. On a envie, quand on est jeune, on est très impulsif et on a envie de bondir, et c'est un signe de bonne santé. Mais voilà, les conséquences après, elles se font payer en retenue, en tension entre le système enseignant et le système des jeunes, et puis parfois en décrochage scolaire. Ouais, on le renvoie clairement. Parce qu'on n'a plus envie d'obéir à un système qui vous contraint de façon injuste. Ajoutons aussi le fait que le groupe des pairs est fort absent, donc quand on veut se rebeller, en général, on s'appuie sur ses compagnons d'âge. Voilà. Tu ressens ça très fort, le fait que vous pouvez plus vous regrouper. Ouais, bien sûr. C'est compliqué. Même maintenant, par exemple, quand je vais voir des amis dehors, par exemple,
aller, je sais pas, aller manger un petit bout, ou sinon aller faire quelques vêtements, aller acheter quelques vêtements, ben, parfois, ben, si on est des groupes de 6, à chaque fois qu'on voit la police, on fait genre on se connaît pas, on doit se séparer. Et même si en soi on fait rien de mal, ben, c'est comme si maintenant on légitimisait le fait que c'était vraiment anormal, le fait de voir des amis, le fait de vouloir continuer à avoir une vie sociale. Et c'est un problème. Enfin, bien sûr que nous sommes des animaux sociaux, nous sommes des êtres humains, nous sommes là aussi pour communiquer. Et le fait que maintenant, on est tout le temps là dans un climat de psychose, où on est tout le temps là en train de vérifier si oui, tu dois bien respecter ta bulle sociale, oui, tu ne peux pas rester avec plus de 4 personnes dehors, ben, ça nous montre déjà que, ben, il y a vraiment une grosse pression par rapport à la vie sociale des gens et par rapport, voilà, enfin, ça crée vraiment beaucoup de problèmes de communication et de la frustration aussi, de la part des jeunes. Mais il y a les écrans. Les adultes pensent souvent que pour les jeunes, je veux dire, l'addiction est réelle aux écrans, mais que pour eux c'est le plus important. Mais j'ai reçu quelques courriers justement où certains disent, le virtuel, on en a marre, on est tout le temps devant notre écran. Là, c'est vraiment énorme ce qui se passe depuis le mois de mars. École à la maison. J'ai un neveu ici qui a une semaine sur deux école sur son smartphone. Comment tu vis ça et comment les autres vivent cet écran perpétuel entre ta vie au fait et le social, la société, l'école? Moi, je le vis. Après, je pense que ça dépend des gens aussi. Il y a des gens qui le vivent mieux, il y a des gens qui ont réussi à s'adapter à ça. Moi, personnellement, je le vis assez mal parce que j'ai un peu des problèmes de concentration. À mon avis, j'ai du mal à me concentrer plus de 8 heures par jour sur un ordinateur. C'est compliqué, devoir se réveiller à 8 heures et commencer directement, ben, tu enchaînes presque 3 périodes, du coup, ça revient à 2h15 de cours. Et ensuite, une petite pause de 15 minutes et après, tu reprends avec 2h15, 3 périodes, 2h15 de cours de nouveau. Dans ta après, chambre? ensuite, oui, et après, on a encore des cours de l'après-midi et enfin, en fait, je pense que les cours en ligne, c'est quelque chose qui peut fonctionner sur une petite durée. Personnellement, moi, l'année passée, j'ai réussi à le faire pendant un certain temps. Et après, il y a eu les vacances de Pâques. Et là, mon rythme s'est complètement cassé. Et j'ai vraiment réalisé que j'avais vraiment plus de motivation. Et là, c'est vraiment à partir de ce moment-là que mon rythme a commencé à se dérégler. Il y avait plus du tout de notion du temps. On a un rythme de sommeil complètement brisé. Moi, l'année passée, j'allais dormir tous les jours à 3 heures du matin pendant le confinement. Tous les jours, c'était une habitude. Je pouvais pas dormir avant, j'arrivais pas. Et j'ai aussi remarqué, par exemple, maintenant que j'ai des problèmes d'insomnie, j'arrive plus à dormir comme avant. Avant, j'avais aucun problème. Et maintenant, je remarque qu'avant 1 heure du matin, voire 2 heures, j'arrive pas à dormir. Même si j'essaye de dormir, je n'y arrive pas. Et je pense que c'est des choses qui sont arrivées au fur et à mesure à cause des problèmes d'écran, le fait qu'on soit toute la journée devant un écran qui nous excite entre guillemets, qui nous rend pas énergique, mais qui va capter notre attention, mais comme on ne fait rien, comme on reste tout le temps sur place, à un moment donné, notre énergie, on a besoin de la dépenser, mais du coup, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à dormir. Je pense qu'il y a aussi ça. On peut pas faire du sport non plus. Oui, c'est compliqué. On peut même plus aller faire du sport, par exemple, dans des salles ou quoi, faire avec des activités pas du coup extrascolaires ou sinon dans des clubs ou quoi de gym, de karaté, je sais pas moi, de danse quoi. Mais c'est ça le truc, c'est que maintenant les gens ils ont même plus trop envie de se mettre en forme, mais aussi il y a plus de gens qui arrivent à garder un rythme de vie sain quoi. Franchement, je pense qu'il y en a très très peu. C'est compliqué à gérer, surtout pour des adolescents et pour des enfants quoi. Alors parlons un peu du grand tabou, le suicide, parce que on sait très bien qu'à cet âge-là, les jeunes passent beaucoup plus facilement à l'acte, qu'ils arrivent à se stabiliser dans une période de vie compliquée, justement grâce à différents réseaux, les scouts, le club de sport, et aussi justement à sortir du cocon familial où ils sont en conflit avec les parents. Est-ce que vous constatez beaucoup plus d'idéations suicidaires et de passage à l'acte? Tout à fait, d'idéation. J'ai la chance dans mes patients de ne pas avoir de patients qui sont passés à l'acte, mais beaucoup me racontent que dans leur école, ils connaissent quelqu'un qui s'est suicidé dernièrement. Et donc oui, on commence à voir ça, à en parler beaucoup moins. Ça reste tabou, comme vous disiez. Mais ici, j'ai le témoignage d'une jeune fille de 14 ans qui
qui me disait textuellement « J'en ai marre, j'ai juste envie d'en finir, je ne comprends plus rien à l'école, mes résultats sont mauvais, je me fais engueuler partout, par tout le monde, je ne vois plus mes amis, je ne peux plus faire de sport, et ma mère est d'une humeur de chien parce qu'on n'a plus beaucoup d'argent. » Donc voilà le contexte réel dans lequel beaucoup vivent. Se projeter dans un avenir où la peur va perdurer éternellement, voilà. Je comprends à ce moment-là que si on pense comme ça, on est démotivé pour le moins. Tu as l'impression de penser la vie, le monde différemment depuis ce qui se passe depuis mars. Je pense au sens de la vie, à la question du temps qui passe, à la mort. Est-ce que ça te travaille ou Oui, bien sûr. Ben, j'ai eu le temps d'y penser, en tout cas. C'est sûr. Ben, la notion du temps, elle a un peu disparu. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. La notion du temps, elle est vraiment très floue parce que on n'a plus vraiment de rythme. Notre rythme a été complètement cassé. Enfin, le mien, en tout cas, a été complètement cassé entre les cours en ligne, le présentiel, et après ensuite le fait qu'on est tout le temps sur les écrans. Et après, en fait, ce qui est surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que déjà de base, il y a un gros problème d'addiction des écrans. Je vais pas donner un chiffre, mais vraiment, mais la plupart, une grande majorité des adolescents et des enfants aussi. Et c'est quelque chose qui a été vraiment normalisé. C'est un gros problème. C'est un gros problème parce que déjà, c'est quelque chose que ma maman me disait beaucoup, mais quand j'y pense, je me dis que c'est vrai. Ça ramollit le cerveau, entre guillemets, parce que moi, je ressens moi-même les effets que après avoir passé plusieurs mois en ligne, que déjà, j'avais perdu beaucoup de vocabulaire. Bon, je pense que ça, c'est aussi une question parce que j'ai perdu la spontanéité de parler pendant ces 3 mois. Mais je trouve plus mes mots. J'ai l'impression que je peine à parler, je peine à communiquer, j'arrive plus à communiquer comme avant. Et oui, et le problème, c'est que même si maintenant on veut s'en sortir et qu'on veut se dire non, j'ai envie de me détacher de ça, j'ai envie de prendre du recul et me dire j'ai une vie et je dois me concentrer sur moi. Je veux faire mon intégrité avec moi-même, mais j'ai pas envie d'être encore sous l'influence sous l'influence des écrans. Ben non, on ne peut pas parce que on doit de toute manière passer encore du temps par rapport à l'éducation. Et c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas s'en détacher oui, c'est très dangereux en tout cas pour la santé mentale des enfants, des adolescents. On voit qu'il y a une partie des jeunes qui commencent à en avoir marre des écrans parce que du coup, ce n'est plus seulement un côté ludique, hein, mais d'autres par contre qui se délectent de cette période-ci ou trompent un peu l'ennui aussi, hein, c'est un peu ça, ou qui sont tellement largués au niveau de leur scolarité que voilà, ils préfèrent faire autre chose. Ou alors les parents travaillent et donc on est un petit peu livré à soi-même et du coup les écrans sont là, c'est très tentant. J'ai un témoignage ici de parents d'un garçon de 12 ans qui me disent il ne fait plus rien de ses journées, il est dans sa chambre à jouer en ligne avec ses camarades jusqu'à 3 heures du matin et le matin il ne sait pas se lever. Avant il y avait le foot, mais maintenant il ne peut plus y aller. Donc ça dit bien... c'est pas qu'un seul témoignage que j'ai de cet ordre-là, hein. Et il y en a qui sont un peu plus dramatiques dans le sens où sur Internet on trouve de tout, hein, et la pornographie aussi. Et donc beaucoup de jeunes sont tentés et il y a aussi une réalité... Sans contrôle parental. Sans contrôle parental, puisque les parents doivent travailler également. Par ailleurs, c'est aussi un accès pour certains jeunes à la prostitution, hein. Pour certains jeunes, il y a des paris qui se font sur Internet, qui circulent. Certains jeunes vivent aussi du cyberharcèlement. Donc, toutes ces choses-là font que l'Internet est... l'impact de l'Internet sur la crise et sur les troubles mentaux qui vont apparaître chez les jeunes est assez sous-estimé, je pense. Et là aussi, on va peut-être mettre un peu de temps
avant de voir les conséquences. Alors moi, ce que je trouve fondamentalement criminel, c'est d'interdire le sport aux jeunes. Ah oui. Ouais. Parce qu'on sait d'abord que c'est bon pour l'immunité, Exactement. c'est bon pour la santé mentale, c'est bon pour... La santé physique tout court. Ouais. Parle-nous un peu du sport et de... dire, ça te manque? Mais moi, j'avais déjà arrêté le sport un peu avant le Covid. Du coup, peut-être que je suis pas la personne la plus appropriée pour en parler. Mais c'est vrai que, à mon avis, ça a dû influencer aussi sur la santé mentale des jeunes parce que, en fait, je pense que le sport, ça permet de se défouler, de se débarrasser de l'énergie qu'on a en trop. Et à mon avis, ça peut vraiment provoquer une frustration, le fait de ne plus pouvoir faire de sport, de devoir rester chez soi. Mais ça a vraiment beaucoup impacté sur, oui, justement, sur la frustration et même sur le corps. C'est pas bon pour la santé. C'est pas sain de rester à la maison sans rien faire, d'être tout le temps dans son lit, ne pas bouger. On est des êtres vivants on a un corps, il est fait pour bouger. On n'est pas là pour rester immobile à longueur de temps, quoi. Sinon, après, on va devenir des mollusques, quoi. Surtout que même en dehors du sport, vous bougez beaucoup moins. Tu te lèves du lit, tu vas au bureau, alors qu'avant il fallait au moins marcher pour aller à l'école, il fallait... Ouais, bah oui, maintenant c'est du lit à l'ordi, ou sinon les deux en même temps. Tu te perds entre ton lit et ton ordinateur, tu fais vraiment rien. Enfin, moi j'ai vraiment réalisé que j'ai perdu des muscles, que j'ai perdu beaucoup de muscles, et je sais pas, je sens vraiment que mon métabolisme il est plus faible par rapport à avant. Et à mon avis, c'est vraiment par rapport au fait que je bouge beaucoup moins qu'avant. Je suis souvent à la maison, enfin je suis tout le temps à la maison plutôt. Et du coup, le fait que je bouge presque pas, ça influence sur mon mental et mon physique. J'ai ici un témoignage aussi d'un jeune qui a un autisme Asperger. Hein, donc il parle, etc. Mais bon, pour lui, rencontrer les autres, c'est pas facile. Hein. Et là, il avait eu l'occasion de rencontrer des amis. Il a 17 ans. Hein. Et son grand-père maternel est quelqu'un qui est un ancien militaire de carrière, qui a refait sa vie. Et il l'a menacé. Il lui a dit s'il arrive quelque chose, parce que ce jeune a eu l'occasion donc de rencontrer un ami, ce qui aurait dû être applaudi en temps normal. Il a eu le message de son grand-père que s'il arrivait quelque chose à sa compagne, il le tuerait. Hein. Ouais. Donc ça allait jusque-là. Donc il y a une violence latente qui est énorme. Donc, si eux-mêmes, les jeunes, ne s'interdisent pas de faire les rencontres, ils ont tout autour d'eux des gens qui le font d'une façon extrêmement violente. Alors tu acquiesces, Chloé, quand Frédéric parle de désobéissance? Ouais. En fait, à vrai dire, j'ose espérer parce que je le ressens autour de moi que les gens sont de moins en moins tolérants. Et je ressens, peut-être que c'est aussi parce que j'ai mon certain groupe d'amis qui est plus d'accord avec moi, mais je ressens vraiment qu'à un moment donné, il va avoir... à un moment donné, on va dire non, on va dire stop, ça va durer jusqu'à quand, et il va avoir un refus, et j'espère vraiment, j'ose espérer qu'un jour il va avoir une désobéissance civile, et que les gens ils vont dire nous ne voulons plus de ce système, de ce protocole sanitaire là, nous voulons notre alternative où nous pouvons continuer à vivre au moins un peu plus normalement, parce que notre vie sociale elle a disparu, enfin elle a pas disparu, mais elle est vraiment fort impactée, et vraiment j'ose espérer et je ressens vraiment autour de moi que la tolérance est en train de baisser, et qu'à un moment donné, à mon avis, ça pourra jamais continuer indéfiniment, parce que vraiment, à un moment donné, c'est obligé, en connaissant ma génération, qu'à un moment donné, les adolescents, en tout cas, ils vont vraiment s'engager, ils vont se dire stop, et en mode, il faut pas aller trop loin. Je le crois parce que déjà, je pense qu'il y a déjà beaucoup d'adolescents qui sont engagés par rapport à d'autres soucis, que ce soit par rapport à l'homophobie, le racisme, l'islamophobie, ou d'autres choses encore, enfin le réchauffement climatique surtout. Je pense que leur engagement va prouver, j'espère, va pouvoir être retrouvé par rapport à la situation actuelle face au gèrement du Covid, au gèrement de la crise sanitaire.
Et je pense, enfin en tout cas, je veux espérer, je veux vraiment y croire qu'à un moment donné, il va y avoir une désobéissance civile et que les gens ils vont dire non. Ils vont dire on n'en peut plus, on veut une autre alternative, on veut une autre solution, on veut pouvoir préserver les gens tout en pouvant préserver notre propre vie, quoi. Notre propre vie, oui. Voilà. C'est fort comme message. Hein. Oui. Mhm. Mais bon, beaucoup de personnes sont en train de plancher sur cette question de la désobéissance civile. Je pense que c'est un élan de santé. Hein, que voilà, quand on est face à des choses qui sont fondamentalement injustes, et là on a quand même des éléments pour attester de ça, la désobéissance est justifiée du coup. Hein. Maintenant, moi j'espère qu'elle ne se fera pas en dépit du bon sens, et surtout pas de façon violente, hein, parce que là, ça n'est plus de la désobéissance civile, ça devient de la désobéissance criminelle. Et là, les États, quel que soit, ça peut être en Belgique ou ailleurs, vont se saisir de ce fait-là pour renforcer encore les mesures sécuritaires. Et donc là, le but à atteindre sera complètement raté. Hein. Mais il faut aussi s'assurer dans ces cas-là que y ait des avocats qui suivent, parce que évidemment les gens ont peur des amendes et ont peur de la répression policière. On a vu que parfois elle pouvait être violente, hein. Ils ont des raisons d'avoir peur. Donc voilà, il faut vraiment le faire avec un maximum de bon sens et de sécurité. Mais je suis d'accord avec toi, Chloé, je pense que il est grand temps que tous, hein, mais peut-être c'est aux adultes qui justement ont un petit peu laissé aller les choses, pas mettre les adolescents et les enfants en première ligne dans ce combat-là. Mais je suis d'accord avec toi, il va falloir qu'on ne soit plus d'accord et qu'on le dise. Mm-hmm. Chloé, je te laisserai le mot de la fin. Est-ce que tu as un message à faire passer à tes pairs, ceux de ton âge? J'espère que, mais justement, comme je disais avant, j'espère qu'à un moment donné, on va pouvoir se retrouver, pouvoir s'unir ensemble dans la solidarité, dans une solidarité pour pouvoir trouver un moyen de trouver un équilibre entre, oui, nous pouvons essayer d'aider les gens, nous voulons aider les gens, nous voulons les faire vivre, mais nous ne devons pas en subir les dommages collatéraux, nous ne devons pas en payer les pots cassés. Et j'espère vraiment, en tout cas, je vous demande de garder courage et de garder espoir, parce que si on n'a plus d'espoir, c'est compliqué. Et voilà. En tout cas, je suis avec vous. Super. Merci à tous les deux, merci beaucoup. Merci à toi.